Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Africain View Débat. Lors de la conférence des ambassadeurs à l'Élysée, Emmanuel Macron a critiqué la réaction de certains pays africains. Je cite, je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Mais la réaction de certains pays africains n'ont pas tardé. Du Tchad au Sénégal en passant par le Burkina Faso. Pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Jérôme Pigné. Il est le président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci à vous. Quelle a été votre réaction pour la première fois quand vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron? Pensez-vous qu'il a manqué de diplomatie? C'est vrai que le contexte dans lequel s'est tenu ce discours devant les ambassadeurs rajoute potentiellement de l'huile sur le feu dans un contexte qui est particulièrement volatile et on le sait surtout à l'endroit de la relation entre la France et une partie de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays du Sahel central, le Mali, le Burkina et le Niger. Mais dans le contexte actuel, justement, se jouent des intérêts et des enjeux bien plus conséquents, puisque c'est la question de l'avenir de la relation entre la France et dans une certaine mesure aussi l'Europe avec une partie du continent, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Il ne s'agit plus seulement de regarder ce qui s'est passé depuis 2020-2021, là où il y a eu des coups d'État, où là la France était très présente depuis 2013 avec l'opération Serval, puis l'opération Barkhane, et le contexte que l'on connaît notamment depuis l'épicentre à l'époque de l'insécurité qui était le Mali. Et c'est vrai que c'est malheureusement une relation qui n'évolue pas dans le bon sens avec ces pays-là, mais c'est maintenant ce qui nous interroge, nous, en tant que praticiens, en tant qu'analystes, c'est de quoi demain sera faite cette relation, encore une fois, de la France dans un premier temps, mais plus largement d'une partie de l'Occident et de l'Europe, du système des Nations Unies, avec des pays qui ont clairement décidé de changer de paradigme, de changer peut-être un certain nombre d'axes prioritaires en matière de géopolitique régionale et internationale. Et c'est vrai que, alors il ne faut pas non plus déconnecter ce discours qui a pu être blessant, et c'est certainement aussi une forme de maladresse, on ne peut pas l'appeler autrement. C'est vrai qu'on a pu le dire, on a été plusieurs à l'analyser, il y a des façons de faire, il y a des façons de parler en diplomatie, et c'est vrai que la diplomatie, elle n'a pas prévalu ces dernières années entre la France et les pays sahéliens, le torchon brûle. Et évidemment, ce genre de pic, ce genre de réflexion, de commentaires ne vont pas servir la cause, qui est une cause commune, qui est une question de sécurité collective. Mais il faut voir au-delà, et on ne peut pas détacher ces propos de ce qui s'est passé ces dernières années, de la montée en puissance de nouveaux partenariats tels que le rôle de la Russie, la Turquie, le Qatar, en Afrique en général. Mais c'est vrai que ces mots n'étaient pas les bienvenus. Et dans le contexte actuel, il faut trouver le moyen de rassurer, d'avoir la bonne expertise, d'avoir des conseillers au niveau politique, au niveau diplomatique, au niveau militaire à Paris, qui sont en phase avec la réalité du terrain, parce que, comme je l'ai dit, il y a un changement de paradigme et il faut que la France, mais plus largement l'Occident, soit armée pour répondre à ces nouvelles dynamiques. Donc, selon vous, quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? D'une manière générale, ce qu'on entend aussi beaucoup sur le terrain, parce que là, on est focalisé sur la vision ou la perception qu'on pourrait avoir depuis l'Europe. La réalité, quand même, sur le terrain, c'est que depuis plusieurs années, il y avait une demande de changement, de coopération, de changement aussi dans l'attitude, parce qu'il fallait répondre à des nouveaux enjeux qui étaient sécuritaires, qui sont militaires, mais qui sont plus largement de redéfinir une coopération nord-sud. Cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est évidemment des propos considéré comme condescendant, comme arrogant de la part d'un président qui vient expliquer à ses ambassadeurs, donc à ceux qui portent la voix de la France à l'international, que finalement certains chefs d'État ou certains États africains auraient été ingrats à l'endroit de la France et qu'on aurait oublié de nous dire merci. Les propos sont très maladroits et surtout dans le contexte actuel, parce que ça aurait été dans un contexte où les relations auraient été peut-être moins fragiles, on aurait peut-être passé l'éponge. Mais aujourd'hui, c'est plus, encore une fois, je pense que c'est important de le dire, c'est plus uniquement la question de la relation de Paris avec les pays sahéliens, parce qu'elle est quasiment inexistante aujourd'hui maintenant, à part quelques programmes de coopération dans le développement ou sur le plan humanitaire, au niveau des collectivités territoriales. Sur le plan politique et sur le plan de la coopération sécuritaire militaire, il n'y a plus de coopération entre la France et les pays sahéliens, mais il y a encore une coopération qui est en train de se redéfinir avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, avec le Gabon, avec le Tchad. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on s'attend à mieux
des deux côtés. On s'attend à plus d'écoute, mais surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis plusieurs années, du côté des États africains, du côté de la société civile, du côté de l'Union africaine dans ses différentes composantes, on appelait à on comptait sur la France. Ce qu'on entend dans les rues de certaines capitales, notamment à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou, n'est pas non plus représentatif du sentiment qu'on a à l'endroit de la France ou à l'endroit de la coopération avec des acteurs comme l'Union européenne. Donc on s'attend évidemment à mieux, mais on s'attendait à autre chose. Et nous, ce qu'on entend beaucoup en étant sur le terrain, c'est que la France, de par son statut international, de par le fait que ce soit aussi l'ancienne puissance coloniale, c'est vrai que c'est à double tranchant, mais on se tourne d'abord vers elle. Et on a entendu des chancelleries, on a entendu des états-majors dire là où on a attendu la France en matière de coopération, là où on a attendu la main à notre partenaire historique, on a été déçus. Est-ce que la France aujourd'hui, elle est en capacité d'être à la hauteur de certains défis internationaux, notamment en Afrique, mais est-ce qu'elle est aussi en capacité de changer son logiciel? Et malheureusement, aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait un nouveau commandement pour l'Afrique au niveau du ministère des Armées, qu'il y ait eu un envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour redéfinir cette relation, notamment au niveau de la relation militaire et sécuritaire, pour l'instant, et malgré le fait qu'il y a eu aussi, rappelons-le, en 2021, le sommet de Montpellier, le sommet Afrique-France, où on avait invité plutôt des acteurs de la société civile, du secteur privé, d'ailleurs ce qui n'a pas nécessairement plu aux États africains, on n'a pas l'impression que depuis, on est vraiment dans le sens d'un renouveau, en tout cas d'un renouveau qui soit positif. Comment voyez-vous le départ de l'armée française sur le sol africain et comment voyez-vous l'avenir des relations entre la France et l'Afrique? Alors, il y a plusieurs sujets dans votre question. D'abord, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que la présence des troupes militaires sur le continent africain est une parenthèse de l'histoire qui devait, d'une manière ou d'une autre, se fermer. C'est une page qui doit se tourner et on ne peut pas réduire en même temps les relations de la France au continent africain et en particulier en Afrique francophone à la coopération militaire. Donc, ce qu'on observe, c'est que ce changement de paradigme qui est normal, parce que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est comme si on avait encore une fois considéré que l'Afrique était atemporelle, qu'elle était en dehors de l'histoire, mais il y a un populisme ambiant qui souffle et une volonté de changement dans l'ensemble du globe. On l'a vu avec les élections au Brésil, on voit ce qui se passe en Inde, on voit la Russie, on voit les États-Unis avec le retour de Donald Trump. Il était impensable finalement que l'Afrique ne soit pas en dehors de ces dynamiques. Et l'Afrique ne peut pas être considérée et pensée et perçue en dehors du champ global des relations internationales. Donc finalement, on s'est collectivement pour une partie trompée en pensant qu'il y aurait une spécificité africaine et c'était déjà là beaucoup de condescendance que d'imaginer qu'en Afrique ça se passerait différemment. Et c'est là où le bas blesse parce que c'est pour la France, pour les États-Unis et pour d'autres, et certains ont pris le train en marche avec d'autres intérêts, j'en conviens, mais pour ceux qu'on attendait dans un monde différent, dans un monde multipolaire, la France et d'autres partenaires n'ont pas été à la hauteur. Et ça, c'est sur les aspects militaires. Maintenant, de manière plus globale, ce qu'on entend sur le continent, ce qu'on entend dans les chancelleries et dans les organisations régionales ou internationales africaines, c'est de penser une relation qui n'est plus centrée sur cette relation uniquement sécuritaire et militaire, mais plutôt centrée sur des réalités et des enjeux contemporains, le climat, l'écologie, le dynamisme et l'investissement au niveau des croissances locales et régionales, la question des diasporas, qui est un sujet qui a peut-être été pris par le mauvais bout, en tout cas en France, comme je parlais tout à l'heure du sommet de Montpellier en 2021, mais la question des diasporas, la question de recréer ce lien avec ces ambassadeurs finalement des pays d'accueil et des pays d'origine, penser la relation à la société civile, au secteur privé, c'est ça les enjeux d'aujourd'hui et les enjeux de demain. Cette parenthèse de l'histoire où la France avait des bases militaires en Afrique, elle est terminée, tant mieux dans une certaine mesure, mais ce n'est pas pour ça que la France n'existera plus dans les relations internationales demain et dans les relations avec les continents, mais ces relations doivent être réinventées et co-construites. Bien, je voudrais même insister un peu là-dessus en vous posant une question. Pensez-vous que le gouvernement français commet des erreurs en se concentrant uniquement sur l'aspect sécuritaire? Alors, le gouvernement français ne s'oriente pas et ne se focalise pas uniquement sur les relations militaires parce que je le disais à l'instant, depuis 2021, il y a eu la création d'un conseil présidentiel pour l'Afrique qui a été entre-temps dissous.
il y a eu cette volonté de parler à la société civile, mais encore une fois, peut-être de manière maladroite, puisque ça a frustré et ça a mis en colère un certain nombre de chancelleries, et nous, on nous le dit à plus haut niveau dans les capitales africaines. Donc la question, c'est comment on fait du en même temps. Et là, le en même temps pour la peine, c'est le renouveau de la relation au niveau sécuritaire, au niveau militaire, en matière de partenariat de défense, puisqu'un certain nombre d'accords ont été dénoncés par les principaux partenaires africains de la France en Afrique de l'Ouest. On l'a vu dernièrement avec le Sénégal et avec le Tchad. Mais au-delà de ça, ce que nous, on entend sur le terrain, ce n'est pas uniquement cette relation civilo-militaire, c'est cette relation de l'humain, c'est cette relation portée autour de la sécurité humaine, autour de la jeunesse, autour des problématiques de genre, autour des problématiques climatiques. Et on n'a pas l'impression pour l'instant que les administrations françaises, mais d'autres, puisque c'est la France, mais je le disais, c'est Bruxelles, c'est les Nations Unies, on a l'impression qu'on est quelque part un peu en décalage parce qu'on n'a plus le bon logiciel, on a été dépassé collectivement. Là où d'autres s'engouffrent dans la brèche, j'ai parlé de la Chine, j'ai parlé du Qatar, j'ai parlé de la Turquie et de la Russie. La question, c'est comment on va se réinventer collectivement à l'aune d'un certain nombre de défis qui évoluent. La lutte contre le terrorisme en Afrique ne peut plus être le curseur de la relation entre l'Occident et une partie du continent. Bien, je voudrais revenir un peu en arrière concernant pour le cas du Tchad. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé entre Emmanuel Macron et le président tchadien? Parce que nous savons très bien, Emmanuel Macron a été l'un des présidents européens à soutenir le président tchadien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre eux selon vous? Alors moi, j'ai pas nécessairement, je suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je sais en tout cas, c'est que à partir du moment où Emmanuel Macron a nommé Jean-Marie Bockel comme envoyé personnel, au moment où la France a créé l'année dernière un nouveau commandement pour l'Afrique, l'équivalent, si on veut le dire rapidement, d'un Africom pour le continent africain, donc cette relation sécuritaire et militaire. En parallèle, il y a eu des discussions pour voir quel était le nouveau format à définir dans la coopération au niveau sécuritaire et au niveau militaire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le Tchad, tout comme la Côte d'Ivoire, sont des pays qui n'avaient pas nécessairement demandé à ce qu'il y ait une baisse des effectifs et la présence militaire française sur les territoires nationaux. Entre-temps, et on ne peut pas déconnecter non plus cette réalité de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la montée en puissance de l'influence de puissances étrangères. Et là, j'évoque notamment le rôle de la Russie. Parce que ce qu'on a pu voir de la part du Tchad, ou comme probablement demain on va entrer dans cette période électorale en Côte d'Ivoire, c'est aussi faire valoir un petit peu jouer, alors c'est pas du chantage, mais c'est, disons que la France n'est plus le seul partenaire de ces pays-là depuis bien longtemps. C'est une réalité avec laquelle il faut composer et c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est la question de est-ce que Paris est à l'écoute? Est-ce que Paris a toujours été à l'écoute du président tchadien et de son administration à un moment où ce dernier demandait à renforcer sa coopération d'une manière générale, parce qu'il y a eu des élections aussi au Tchad. Et malheureusement, à l'époque, effectivement, on a beaucoup critiqué Emmanuel Macron parce qu'il s'est empressé de venir saluer et féliciter le président tchadien, là où, sur des questions vraiment, je dirais, structurelles, de gouvernance, de démocratie. Donc d'une part, peut-on dire qu'Emmanuel Macron a récolté ce qu'il a sémé au Tchad? Je pense qu'on est allé vite en besogne, comme souvent. On condamne, dans certaines mesures, des coups d'État et on s'est adossé une partie des populations et des régimes sahéliens. Et c'est le deux poids, deux mesures qu'on nous reproche depuis bien longtemps. Et en même temps, on adoube le président Déby de l'autre côté. Alors évidemment, la réelle politique nous impose parfois de composer avec les forces en présence, mais on a été dans des approches complètement dichotomiques entre là où on a tourné complètement le dos à un moment donné à des puissances qui demandaient. Au Mali, pour ceux qui ont suivi de près la fin de l'opération Barkhane, la montée en puissance de Takuba et la fin de la MINUSMA, le gouvernement malien ne demandait pas à ce que les Français quittent. Il demandait juste à revoir un certain nombre d'axes de la coopération. Pour le Tchad, on peut imaginer qu'il s'est passé un certain nombre de choses où, évidemment, il y a la question du Soudan, qui est une question sous-jacente, de la position du Soudan, mais peut-être qu'on l'a fait avec arrogance, peut-être qu'on n'a pas utilisé les bons canaux, les bonnes personnes, et pourtant Paris est censé avoir une expertise et avoir une compréhension fine des réalités. C'est comme si aujourd'hui, la France n'avait plus les codes pour parler à ses homologues africains, et ça, c'est à déplorer. Bien, pouvez-vous nous expliquer l'importance des bases militaires françaises en Afrique? Alors, depuis plusieurs années, il était question
que la France commence à changer son approche de la coopération à travers des écoles nationales à vocation régionale ou à travers tout simplement la remise de bases militaires, d'emprise, comme on le dit, aux gouvernements locaux. C'est ce qui a été discuté depuis un certain moment. Et l'objectif, c'était que sur des bases, à part Djibouti, qui était un peu considéré comme à part, là où on avait 800 soldats, 600 soldats, 500 soldats, pour la Côte d'Ivoire, pour le Gabon, pour le Sénégal et le Tchad, il était question d'envisager, si vous voulez, l'après-Barkhane. Et il y a eu donc ces discussions-là, et aujourd'hui, malheureusement, on est resté dans c'est ce que je disais tout à l'heure, on est resté dans ce logiciel de la lutte contre le terrorisme. Or, aujourd'hui, ce que demandent certains partenaires africains, c'est de la formation, c'est de l'équipement, c'est de l'accompagnement aussi à la coopération sous-régionale, comme on a essayé de le faire tant bien que mal avec le G5 Sahel. Et c'est peut-être sur ces sujets-là que la France n'a pas réussi ou n'a pas voulu, et peut-être que d'autres partenaires aussi ont préféré jouer une carte bilatérale plutôt que la carte européenne. Ce n'est pas toute la responsabilité de Paris. La réalité, c'est aujourd'hui, il y a un véritable épicentre de l'insécurité et du terrorisme qui est en train de s'élargir et de se recomposer au Sahel et en Afrique de l'Ouest, notamment dans les zones transfrontalières avec les pays du Golfe de Guinée. La présence militaire française permettait d'envisager une réponse rapide, un déploiement rapide de troupes à la demande de partenaires africains. Demain, le nouveau paysage géostratégique a imposé finalement à la France de fermer ou de rendre un certain nombre d'emprises. Qu'est-ce qui se passera dans 5 ans ou 10 ans en fonction de l'évolution de la menace terroriste? Bien difficile de le savoir. La réalité, c'est que la France n'aura plus cette capacité d'intervention aussi rapide. Et on sait déjà qu'à l'époque, même en 2013, avec toute cette force de frappe que la France avait, elle avait besoin d'un soutien logistique de partenaires européens, aussi des moyens ASR américains. Ça veut dire que demain, la France, elle est amputée si elle avait besoin d'intervenir à la demande des États africains, puisque de toute façon, depuis plus d'une quinzaine d'années, la France intervient uniquement sur la demande d'un ou de plusieurs partenaires. Cette composante de l'influence à travers cette diplomatie sécuritaire et militaire, évidemment, il faudra la repenser, mais comme je l'ai dit, au-delà de la lutte contre le terrorisme, anticiper, prévenir les menaces de demain se font sur le plan civil et diplomatique, dans son relation avec le secteur privé et pas uniquement à travers les bases militaires. Bien, alors selon vous, quelle est la vision de la France? Et pensez-vous que c'est le bon moment pour la France de changer de stratégie? Et ça fait plusieurs années qu'on nous explique à Paris qu'on est en train de changer de braquet et qu'on veut penser l'Afrique autrement, puisque c'était véritablement les termes de référence pour repenser la relation avec le continent, c'était penser l'Afrique autrement. Et penser l'Afrique autrement passait notamment par la mise en place de ce commandement pour l'Afrique, la redéfinition et la renégociation de la présence à minima militaire des troupes françaises. On a vu ce qui s'est passé finalement, peut-être que c'est quelque chose qui a échappé à Paris, en tout cas pour le Tchad, pour le Sénégal et pour la Côte d'Ivoire, on verra bien. Mais en tout cas, c'est sûr que là, on n'a pas été en capacité à Paris de mener les discussions telles qu'on les souhaitait. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce changement de logiciel qui a été annoncé depuis le discours de Ouagadougou par Emmanuel Macron, c'était le Conseil présidentiel pour l'Afrique. On attend toujours de voir qu'est-ce qui va être mis en place par la suite. On travaille à travers la Fondation de l'innovation pour la démocratie, on travaille depuis l'Afrique du Sud, depuis la Côte d'Ivoire, depuis certains pays maghrébins sur cette relation académique, scientifique, multiculturelle, etc. C'est pas suffisant aujourd'hui à l'aune, encore une fois, des enjeux et des défis, mais surtout des demandes des parties africaines, vraiment au pluriel, parce que c'est les Afriques avec lesquelles on compose. Emmanuel Macron, dans sa redéfinition de sa stratégie par rapport au continent, a voulu aussi élargir le spectre de son intervention à travers des relations avec des pays qui ne sont pas francophones. Mais encore une fois, plusieurs analystes ou experts l'ont déjà dit. Est-ce que la France est véritablement attendue en Afrique du Sud, qui semble quand même être encore très proche de la Russie? Est-ce qu'on attend, et qu'est-ce qu'on attend de la France en Éthiopie, au Kenya ou ailleurs, ou même au Soudan? Je crois que là, on a voulu balayer d'un revers de la main toute cette relation historique avec une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest en considérant qu'on pourrait aller chercher des nouveaux partenaires. Il fallait aller chercher des nouveaux partenariats, mais le cœur de l'influence française de demain en Afrique ne se jouera ni
au Soudan, ni au Kenya, ni en Afrique du Sud, mais bien en Afrique francophone. Donc, si je comprends très bien, nous pouvons dire qu'Emmanuel Macron a manqué de stratégie pour le cas de l'Afrique. La stratégie, en tout cas, si elle a été posée, les diagnostics ne sont pas complets ou sont en partie erronés, tout simplement parce qu'on n'a pas changé de logiciel, et c'est pas en tournant le dos à l'Afrique de l'Ouest que la France va compter dans l'arène internationale demain en ce qui concerne l'Afrique, si elle n'est pas capable d'être à l'écoute de ses partenaires historiques en priorité. Bien, je voudrais revenir un peu en arrière concernant la réaction de certains pays africains. Cela vous inspire quoi? Je pense que les présidents africains ne pouvaient pas non plus se laisser insulter de la sorte, que ce soit des présidents, un Premier ministre. Je l'ai déjà dit sur d'autres antennes. Au Sénégal, on a un pouvoir issu des urnes, confirmé pour les élections législatives, et qui a vocation à insuffler une nouvelle dynamique. Et comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, il n'y avait aucune raison que l'Afrique soit en marge de ces bouleversements géopolitiques que l'on observe, je dirais même depuis 2008, depuis la crise financière. Donc finalement, les changements qui s'opèrent aujourd'hui au Sénégal et ailleurs s'inscrivent dans la droite ligne de ce qui devait être fait, l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique en général. Et donc ce qui est important de voir, c'est dans quelle mesure aujourd'hui aussi le Premier ministre Sonko est droit dans ses bottes quand il vient finalement prendre son droit de réponse, ou quand le Tchad le fait également par la voix de son ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Je dirais que cette bonne guerre, les chancelleries africaines ne vont pas se laisser insulter, pointer du doigt, là où finalement on pointe encore pour la peine du doigt cette arrogance des Français qui arrivent en Afrique en pensant tout connaître, mais malheureusement les choses, heureusement je dirais plutôt, les choses ont changé, et notre discours à nous à Paris pour l'instant, il n'a pas véritablement changé. Donc, nous pouvons dire que d'une part, Jean-Marie Bockel a échoué concernant le cas de l'Afrique. Alors, la tâche de Jean-Marie Bockel, en tant qu'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour redéfinir la relation avec certains pays sur la question de cette nouvelle relation au continent sur le plan sécuritaire et militaire, était une tâche plutôt ardue. Il a été interviewé sur le sujet, et de manière très diplomatique et très policée, il est venu expliquer quels étaient les enjeux de la réduction des effectifs ou du changement de cap par rapport aux bases militaires sur le continent. Au départ, il était question du Sénégal. Maintenant, il est venu nous expliquer que finalement, il n'y a pas eu de discussion sur le Sénégal. Ça montre déjà la fragilité qu'il y avait au départ. Ce n'est pas le problème de la personne de Jean-Marie Bockel, c'est le problème du mandat. C'était repenser cette relation au niveau de la coopération sécuritaire, mais c'était plus largement repenser la relation au continent. Donc c'était une tâche qui était difficile. Je ne pense pas qu'elle soit vaine. Je pense que c'était nécessaire d'essayer d'amener, Jean-Marie Bockel connaît l'Afrique, Jean-Marie Bockel est quelqu'un qui a exercé des hautes fonctions. Il était peut-être, et il ne m'appartient pas à moi de dire si c'était la bonne personne. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'une manière ou d'une autre repenser les canaux, comme je le disais, les personnes à travers lesquelles, ou les personnes sur lesquelles on s'appuie pour repenser cette relation au continent. Mais ça veut dire que c'est une relation qui doit être repensée depuis l'Élysée. On a une cellule Afrique à l'Élysée composée de 2 ou 3 personnes. Est-ce que c'est véritablement sérieux et à la hauteur des enjeux aujourd'hui que d'imaginer que 2 ou 3 personnes à l'Élysée peuvent envisager de fédérer les différentes forces politiques, diplomatiques et militaires de la France sur le continent africain? Je pense que ce n'est pas sérieux. Donc c'est aujourd'hui au niveau du Quai d'Orsay qu'on doit avoir insuffler une nouvelle dynamique, à un moment où on doit lutter contre la désinformation, lutter contre les fake news, repenser sa relation au continent, repenser ses relations aux diasporas, mais c'est une relation qui doit être faite aussi au niveau des armées. On l'a dit, on en a trop parlé, parce que ce n'est pas uniquement au niveau des armées, mais c'est plutôt au niveau de la coopération, l'Agence française de développement, au niveau d'acteurs comme Expertise France, les bras armés de cette influence de demain sur le terrain. Et on n'a pas nécessairement l'impression que les expertises qui existaient hier soient aujourd'hui utilisées à bon escient pour repenser cette relation. Bien, quel est votre mot de la fin? Je dirais que mon mot de la fin, il est assez clair. Les défis sont conséquents et il n'y a pas de baguette magique qui permettront de redéfinir cette relation au continent. Et cette relation au continent, elle doit être redéfinie depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis New York au niveau des Nations Unies. Si un certain nombre de pays souverains ont décidé de se tourner vers d'autres partenaires, soit c'est leur choix. Néanmoins, la France, l'Occident, l'Europe en particulier, pour exister demain sur le continent et ailleurs, parce que c'est une crise du leadership européen qu'on observe
sur bien d'autres théâtres. Elle doit d'abord être à l'écoute, changer cette bureaucratie en matière de coopération, d'aide humanitaire, en matière d'aide au développement, s'appuyer sur les ONG qui connaissent le terrain. Parce qu'il y a aujourd'hui une véritable expertise à l'échelle européenne d'acteurs qui ne sont pas aujourd'hui, je dirais, suffisamment écoutés, suffisamment entendus. Paris ne peut pas s'enfoncer dans un dédale à travers ce type de discours qu'on a pu entendre au mois de janvier. Elle doit repenser à plusieurs niveaux sa relation avec l'Union africaine en général, avec la CEDEAO qui est en mal aussi de leadership. On l'a bien vu depuis la création du G5 Sahel. On l'a vu avec les pays qui sont en train de quitter, les pays qui sont gouvernés par des transitions militaires qui ne veulent plus de la CEDEAO. C'est d'abord un problème africain. Et dans quelle mesure aujourd'hui la France et d'autres partenaires comme les États-Unis et d'autres, comment ils vont s'inscrire dans l'accompagnement? Il n'y a pas de baguette magique, mais c'est forcément une histoire de reconstruction et de co-construction avec des nouveaux acteurs. Et pour l'instant, on ne voit pas ces nouveaux acteurs émerger du côté européen. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission African View Débat. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Merci, à la prochaine.